Merci de nous rejoindre pour cette réunion organisée par le comité régional entreprises en difficulté, qui est membre de la commission entreprises et marchés du conseil régional de l'ordre d'Occitanie, avec le tribunal de commerce de Montpellier. Merci Nadine Baptiste, présidente du tribunal de commerce, d'être présente à mes côtés pour cette réunion. Merci de nous avoir invités. Donc ça sera une réunion sur la thématique des entreprises en difficulté et avec l'objectif d'avoir un regard croisé entre experts comptables et le tribunal de commerce de Montpellier. Alors, le Conseil régional de l'ordre est particulièrement investi dans ce domaine des entreprises en difficulté. Nous participons régulièrement aux réunions des CIP, des centres d'information à la prévention des difficultés des entreprises, qui se tiennent en Occitanie, où nous participons avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les CMA, avec les tribunaux de commerce, avec les avocats et les commissaires aux comptes. Nous avons également mis en place une série de formations à destination des experts comptables et des collaborateurs dans le but de former sur l'entreprise en difficulté, sur les préventions, sur la détection, mais aussi sur le traitement des difficultés. Cette formation, elle est toujours sur le catalogue que vous pouvez retrouver, le catalogue de trajectoire. Elle se déroule en 3 jours. Une première journée qui traite de la prévention, une deuxième journée qui traite du traitement des difficultés, et enfin une troisième journée, c'est un petit peu l'innovation, qui est très pratique puisqu'elle se déroule à la fois dans les tribunaux de commerce qui sont partenaires à l'opération et chez les administrateurs judiciaires ou chez les mandataires judiciaires. Donc c'est l'occasion d'être formé par des professionnels qui sont directement intervenants sur les procédures collectives, puisque les formateurs sont soit des juges, experts comptables, juges au tribunal de commerce, des administrateurs, des mandataires, mais également la possibilité d'aller à la rencontre des instances, de pousser la porte du tribunal dans un environnement vraiment d'apprentissage, je dirais, de cet environnement nouveau pour la plupart des chefs d'entreprise, et d'être mieux à même justement de les accompagner lors de ces démarches. Donc, pour traiter aujourd'hui du sujet, je vais avoir l'occasion de donner la parole à Nadine Baptiste, dans un premier temps, présidente du tribunal de commerce de Montpellier, et également à Didier Redon, qui est juge-commissaire et qui est président d'audience en procédure collective, à Stéphane Navarro, expert comptable, juge de la prévention et président de chambre des sanctions, et enfin à Fabrice Scolo, président de chambre des procédures collectives. Et donc, vous le voyez, ces 4 intervenants qui sont particulièrement investis sur le sujet vont pouvoir débattre de la thématique de ce soir, à savoir, dans un premier temps, Nadine, vous allez nous présenter le tribunal de commerce de Montpellier. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur une initiative que nous avons souhaité mettre en place avec le tribunal de commerce de Montpellier, à savoir la mise en place d'entretiens périodiques de parties prenantes. Alors ça, c'est une initiative qui va être très intéressante pour tous les experts comptables qui ont des dossiers avec le tribunal de commerce de Montpellier, puisque ce sera l'occasion qui sera offerte aux experts comptables de venir à l'ordre, et non pas au tribunal, à l'ordre, avec le client, pour pouvoir débattre de la situation du client et recueillir un certain nombre d'informations qui lui seront utiles ensuite pour orienter le client vers les procédures les plus adaptées. Bon, on reviendra sur ce dispositif que nous mettons en place dans le courant de l'entretien. Nous viendrons ensuite à parler avec Stéphane du rôle de l'expert comptable dans les procédures collectives. Puis nous aborderons le sujet de la cessation des paiements qui pose quelquefois problème dans les cabinets. Enfin, nous reverrons rapidement les procédures collectives et nous en terminerons par la déclaration de cessation des paiements sur lequel je crois que vous avez pas mal d'informations à nous donner. Voilà, on terminera par un jeu de questions-réponses. Donc j'invite tous ceux qui sont à distance à poser les questions directement sur l'interface et nous reprendrons les questions à l'issue de la présentation pour pouvoir y apporter réponse. Voilà, écoutez Nadine, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour vous présenter donc le tribunal de commerce de Montpellier, c'est 50 juges bénévoles, c'est notre autorisation. C'est un tribunal de commerce spécialisé. Ça veut dire quoi? Ça a été créé en 2015 par la loi Macron. C'est-à-dire que nous avons à traiter des procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire des entreprises suivant leur chiffre d'affaires et les effectifs. Pas que pour le tribunal de commerce de Montpellier, mais pour les tribunaux de commerce des cours d'appel de Nîmes et de Montpellier. Ça signifie qu'on traite donc les dossiers d'une certaine importance, puisque je vais vous donner les chiffres, pour les tribunaux de commerce de Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Rodez, Béziers, Nîmes, Mende, Avignon et Aubenas. Alors ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 20 millions d'euros, qui ont 250 personnes au point de vue effectif. Ces 2 critères sont cumulatifs.
ou qu'elle réalise un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 40 millions d'euros. Donc les tribunaux de commerce, ce sont des juridictions de premier degré. Ils sont compétents pour statuer en fait en ce qui concerne les litiges entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, mais également on traite, si vous voulez, de tout ce qui est relatif à l'entreprise. Dès qu'on veut nommer un mandataire ad hoc, mais pour les formalités là, hein, il y a énormément d'ordonnances qui sont signées par le tribunal de commerce, on ne se rend pas compte, mais le tribunal de commerce, c'est la justice commerciale. Donc tout ce qui est nécessaire dans la vie d'une entreprise passe par le tribunal de commerce. Alors également, on traite, bien entendu, les difficultés des entreprises, c'est-à-dire la prévention. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Le mandat ad hoc, la conciliation, mais également les procédures collectives, les sauvegardes, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Alors pour traiter ces affaires, les juges qui sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants ou des experts comptables, on le sait, sont formés à l'ENM. La formation initiale dure 8 jours. Elle est obligatoire, comme la formation continue, qui est de 2 jours par an. Alors après, on se forme en interne, puisque là, on a quand même le souci, si vous voulez, d'être toujours au courant, puisqu'en fait, on a l'aide de la conférence des juges consulaires en France, où on a un site qui est quand même très riche, et ça nous permet, si vous voulez, de former également l'ensemble des juges, mais hors des formations obligatoires. Alors, le contentieux général, pour vous donner une idée de ce qu'on traite, en fait, en 2024, nous avons traité 1000 dossiers environ. 1000 dossiers. On a une progression du contentieux qui est de 14%. On voudrait éviter ça. Hein. On voudrait que les chefs d'entreprise aillent plus vers des solutions de modes alternatifs de résolution des différends. Mais malheureusement, avec les avocats, on a du mal à lancer la machine parce que pour désengorger le tribunal, hein, parce que 1000 dossiers, c'est pas rien, plus on a également les référés qui ont été au nombre en 2024 de 283 dossiers. Donc tout ça, c'est quand même énorme. Il faut savoir que les dossiers de contentieux sont traités en moyenne en 8 mois. Donc si vous voulez, c'est quand même, je veux dire, la justice commerciale ne connaît pas vraiment de lenteur, hein, puisque la moyenne est sur 8 mois. Alors, important ce que je voulais vous dire, parce que je trouve qu'on ne connaît pas bien les injonctions de payer, parce que vous savez que les dossiers de contentieux, ils nous arrivent soit par une assignation, soit par une opposition à l'injonction de payer. Donc les injonctions de payer, c'est quelque chose qui est important au tribunal. En fait, on en a eu 3300 en 2024. Il faut savoir qu'il n'y a que 10% qui sont contestés et qui vont en fait en contentieux. Donc c'est quand même un très très bon moyen de se faire payer parce que quand les gens reçoivent, les chefs d'entreprise reçoivent l'assignation, ils sont plus enclins à payer que lorsqu'ils ont de simples mises en demeure par lettre recommandée. Ensuite, la prévention. La prévention, c'est quelque chose de majeur dans un tribunal de commerce parce qu'on est là pour trouver des solutions pour les entreprises. Il faut savoir qu'en 2024, on a eu 116 ouvertures de mandats ad hoc et de conciliation. Et il y en avait eu 108 en 2023. Alors, pour le tribunal de commerce, on a je précise bien à Montpellier, on a une cellule dédiée de 5 juges qui, tous les vendredis matins, si vous voulez, reçoivent des chefs d'entreprise. Alors, soit ce sont des chefs d'entreprise que nous convions à des rendez-vous. Alors, nous convions des chefs d'entreprise suite, si vous voulez, à une sélection qu'on fait par rapport à des critères que nous avons par l'intermédiaire du greffe, c'est-à-dire trop d'injonctions de payer, trop d'assignations. Et ça, on les convie à des rendez-vous. Ils ne viennent pas toujours, mais bon, ça fait partie du système. Après, également, on convie à des rendez-vous les gens qui ont des alertes CAC. Donc ça, on est très vigilant là-dessus. On trouve qu'on n'a pas énormément d'alertes CAC. Parfois, on voit des alertes CAC qui arrivent un peu tard par rapport, nous, aux informations que nous avons, parce que nous avons quand même pas mal d'informations par l'intermédiaire du greffe. Ensuite, ce que je constate, c'est quand même on a de plus en plus de dirigeants qui prennent rendez-vous directement.
au niveau du site du greffe, où il y a toutes les possibilités pour prendre un rendez-vous. Il faut savoir que toutes ces procédures en fait de prévention, c'est-à-dire le mandat ad hoc, la conciliation, c'est quand même, il y a 75% de réussite. Car on sait qu'au niveau du redressement judiciaire, c'est 75% d'échecs. Parce que malheureusement, encore une fois, et là on compte sur les experts comptables, c'est que les chefs d'entreprise viennent trop tard au tribunal. Vraiment, et ça vous verrez encore une fois les chiffres en ce qui concerne les liquidations et les redressements judiciaires. Il faut savoir qu'en matière de procédure collective, en 2024, nous en avons eu 1009. Mais principalement, 60% ce sont des liquidations directes. Et donc ça, c'est pas tellement admissible, hein. C'est-à-dire que les gens attendent tellement, si vous voulez, que malheureusement, on n'a plus d'autres possibilités. Le redressement judiciaire n'est pas envisageable puisqu'on ne pourra pas faire un plan, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit peu décourageant. Alors, au 31 mars 2025, on a 320 ouvertures de procédures collectives. On a toujours autant de liquidations, c'est-à-dire qu'on est sur un volume à peu près de 60%. Et malheureusement, c'est une augmentation de 24%. Mais c'est vraiment des petites entreprises qui sont concernées, hein. Ce sont des entreprises, c'est des liquidations judiciaires simplifiées, c'est-à-dire avec moins de 5 personnes et pas d'actifs. Alors par contre, nous sommes dans un ressort, le tribunal de commerce de Montpellier, très dynamique, hein. Nous avons en 2024 eu 4793 créations d'entreprises. Donc c'est quand même très important. Nous avons eu bien sûr des radiations, il y en a eu 1600, mais je veux dire, le solde est toujours positif si on prend les, comment dirais-je, oui, merci. Si on prend même les procédures collectives, etc. Nous avons un ressort, le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, ça va de Sète, Clermont-Lérault, Lodève, bien sûr jusqu'à la frontière du Gard-Ganges et jusqu'à Lunel. Il y a à peu près 125 000 entreprises inscrites dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier. Donc, effectivement, les procédures collectives augmentent, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, donc on a un petit peu le revers de la médaille. Voilà ce que je voulais dire pour brosser le tableau du tribunal de commerce de Montpellier. Vous l'avez bien souligné, effectivement, ce besoin que nous avons à aller dans la prévention plus que dans le traitement des difficultés, oui, malheureusement, c'est aussi surtout pour préserver une trésorerie dans l'entreprise, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, bien et sûr. Les chances de succès sont liées aussi à ce que l'entreprise ait réussi à préserver sa trésorerie. Et donc c'est intéressant de mettre en place peut-être ces rendez-vous périodiques dont nous allons parler, ces entretiens périodiques avec des juges du tribunal de commerce de Montpellier, pour aussi que le chef d'entreprise entende une autre voix, parce que souvent l'expert comptable, il alerte. Il alerte, mais on n'est pas forcément toujours entendu. C'est pas toujours évident de franchir le pas. Ça peut faire peur d'aller au tribunal de commerce. Et donc, je pense que cette initiative que nous souhaitons mettre en place, qui est de délocaliser quelque part la rencontre avec un juge du tribunal de commerce au sein même de l'ordre, serait de nature justement à favoriser cette rencontre le plus tôt possible pour justement rester encore dans le seuil de la prévention et non pas dans le traitement des difficultés. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. Exactement, mais nous sommes tout à fait d'accord sur cette analyse et nous souhaitons, puisque vraiment c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, la prévention, mais encore une fois, il faut anticiper, 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 et ça on ne le dira jamais assez. Alors je propose peut-être de laisser la place et puis que Fabrice Scolo, Stéphane Navarro et Didier Redon nous rejoignent. Enfin, mets-toi au milieu. Je vais pas te mettre au milieu, vas-y, vas-y. Je mets mon ordi là. Je pense qu'il vaut mieux. Parfait. On peut peut-être donc enchaîner. Donc, en tout cas, merci pour cette introduction et on va pouvoir
avancer sur le sujet. Donc, présentation des entretiens périodiques des parties prenantes. En effet, comme le soulignaient les présidents et le président Gillis, on est parti d'un constat, en fait, suite à toutes les audiences que nous sommes amenés à gérer, que de nombreux chefs d'entreprise se retrouvent face à nous et ne sont pas forcément, disons, ne disposent pas des éléments, tout particulièrement des éléments comptables, hein, des éléments qui sont essentiels pour nous au niveau du tribunal, puisqu'en fait, on va être amené à déterminer si l'entreprise est en cessation des paiements ou pas, et à ce titre, donc, prendre une décision concernant les différentes options qui concernent les procédures collectives, on va y revenir. Et donc, partant de ce postulat, on s'est dit, mais n'y a-t-il pas une option, une possibilité, une solution qui nous amènerait à faire en sorte que les chefs d'entreprise, alors sûrement pas tous, indiscutablement, mais si on peut arriver à gagner un pourcentage sur ceux que nous avons l'habitude de croiser au tribunal, c'était de dire, voilà, qui de mieux aujourd'hui, qui est le mieux placé qu'un expert comptable pour pouvoir connaître précisément la situation financière, économique d'une société. Alors nous, on est souvent amenés à rencontrer des avocats. Et les avocats, c'est plutôt, on fait appel à l'avocat quand on est déjà dans une situation peut-être un peu compliquée, on arrive dans une impasse et on sollicite l'avocat, mais économiquement, financièrement, l'avocat, il n'a pas vocation à être accompagnateur sur ce point-là qui va être tout particulièrement la problématique économique de la boîte. Du coup, on a réfléchi ensemble et on s'est dit, mais indiscutablement, l'expert comptable est en mesure de pouvoir, justement, parce qu'il est en contact quasi permanent avec son client, il l'accompagne à des éléments, enfin à des étapes importantes au fil de l'année, qui peuvent être des situations, qui peuvent être les bilans, etc., etc. Donc il est forcément lié de près, plutôt de près que de loin, avec la vie de l'entreprise. Il connaît bien évidemment également la société, il connaît les gens qui y travaillent, donc il a une relation qui est beaucoup plus proche que de l'être un avocat ou toute autre corporation. Donc, quand on est parti de ce postulat-là, on se dit évidemment, ça serait quand même assez judicieux de prendre contact donc, avec l'ordre des experts comptables pour essayer de réfléchir ensemble à quelle pourrait être la formule. Et donc, la formule, c'est celle qu'on va vous présenter. C'est globalement, c'est mettre en œuvre en fait de manière mensuelle, en tout cas au démarrage mensuel, une fois par mois. On a déjà défini la prochaine date, mais on va bien évidemment essayer de travailler sur une espèce de récurrence, quelque chose qui pourrait être voilà, systématique et qui durera dans le temps, parce que l'objectif c'est celui-ci. C'est de délocaliser, comme vous le disiez, plutôt d'être dans un contexte anxiogène qui va être le tribunal de commerce. On sait tous que ce n'est pas évident, à la fois même pour les experts comptables de s'y présenter, et encore moins pour les dirigeants. Donc l'idée, c'est d'organiser une cellule de prévention des difficultés des entreprises au sein de l'ordre des experts comptables. Donc ça, c'est l'élément, à mon avis, qu'il faut retenir. Après, on va voir les modalités. Donc, on n'est plus au tribunal de commerce, on est au sein de l'ordre des experts comptables. Donc, en fait, on va créer un lien, globalement, entre le tribunal de commerce, qui donc viendra au sein de l'ordre, les experts comptables, ils sont chez eux, ils sont habitués, et les dirigeants, qui vont être dans un contexte totalement différent de celui du tribunal, et qui vont être, ni plus ni moins, pris en charge avec leur expert comptable et un juge du tribunal de commerce pour réfléchir. Alors, on est bien d'accord, hein, le but, c'est pas, on ne va pas parler de stratégie, on va juste essayer d'expliquer aux dirigeants et à l'expert comptable quelles sont les modalités dans le cas d'une cessation de paiement ou pas, qu'est-ce qu'il est préférable ou judicieux de mettre en place. Alors, ça peut être relativement ouvert, mais ça reste toujours dans le contexte du tribunal de commerce, bien évidemment, et des prérogatives qui sont les nôtres. Donc, l'idée de cette permanence est une fois par mois. Elle se tiendra au sein de l'ordre des experts comptables. Et surtout, et ça on a vraiment voulu le mettre en avant, elle sera confidentielle. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la discussion qui sera engagée entre les parties prenantes restera au sein de l'ordre des experts comptables, entre le juge, entre l'expert comptable et le dirigeant. Encore une fois,
le but, c'est de lancer un échange. Alors, on est censé être en amont de d'une situation difficile pour l'entreprise, mais on peut aussi constater que la situation sera beaucoup plus délicate à cet instant-là, et donc libre après aux dirigeants et à son conseil de se présenter devant le tribunal de commerce et de lancer une procédure de procédure collective. Voilà, l'objectif, c'est encore une fois, c'est délocaliser, c'est créer en fait un lien qui soit rassurant et qui soit moins anxiogène et favoriser la présence des dirigeants et des experts comptables au sein de cette prévention qui, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, en effet, tous les vendredis matins au tribunal, il y a une cellule de prévention. Sauf que là, du coup, vous êtes obligé de prendre rendez-vous avec le greffe, vous vous présentez le vendredi matin, vous avez un juge qui est censé vous recevoir en robe, alors que là, pas de robe le vendredi? Alors je pensais qu'il y avait la robe. Ok, mais je ne le fais pas alors pour le coup. Et donc, pour le coup, voilà, vous avez là, on est vraiment dans un schéma qui n'a rien à voir avec celui du tribunal de commerce. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Et donc, la première matinée est fixée au jeudi 22 mai à partir de 9 h. Donc, vous pouvez déjà noter cette date pour ceux qui sont présents ou en vidéo. Donc, on est parti sur la base d'un créneau de demi-heure à réserver auprès donc de l'ordre des experts comptables. Pour la modalité, je laisserai donner les détails. Il serait quand même souhaitable, fortement recommandé, pour ne pas dire obligatoire, que le chef d'entreprise soit également présent, parce qu'il a quand même, il me semble nécessaire qu'il soit là, hein, indiscutablement. Et puis, on vous communiquera dans les prochains jours le planning qu'on envisage de mettre en place pour les prochains mois. Donc, ce ne sera pas toujours le même juge, parce que l'idée, c'est que les juges puissent, pour un certain nombre, intervenir. Mais voilà, l'idée, c'est que voilà, vous ayez une personne de confiance qui va vous apporter des éclairages sur les procédures collectives. Alors, à vous, en tant qu'expert comptable, mais également aux dirigeants. Voilà, j'en ai terminé sur ce point-là. Oui, pour abonder sur ce que dit Fabrice sur ce sujet, on connaît la difficulté que peut rencontrer l'expert comptable face à un client en difficulté, en grosse ou grande difficulté. C'est un sujet qui est souvent très délicat et sur lequel l'expert comptable peut parfois peiner à amener son client dans une prise de décision qui est toujours douloureuse pour le dirigeant dans ce contexte. Donc l'idée, telle que Fabrice l'a évoquée, c'est de donner une occasion un peu privilégiée pour l'expert comptable qui accompagnera son client à la rencontre d'un juge dans un cadre informel, hors mur du tribunal, où les échanges seront beaucoup plus directs, beaucoup plus spontanés, et surtout, comme l'a rappelé Fabrice, confidentiels. Donc l'idée vraiment, c'est d'accompagner l'expert comptable dans cette étape difficile qu'il a parfois à gérer dans la relation avec son client, sans pour autant que ceci soit impliquant sur la suite à donner. Donc c'est sans engagement, c'est vous venez recueillir de l'information, un échange construit et éclairant avec un professionnel, entre guillemets, de la procédure collective. Donc on espère que ça facilitera, je dirais, la gestion pour les experts comptables de cette étape difficile qu'ils ont souvent à gérer dans la relation avec leurs clients au regard des difficultés que rencontrent les entreprises. Donc, je ne sais pas si on l'a précisé, mais les rendez-vous durent une demi-heure. Il faut partir sur une demi-heure. Ça doit permettre de faire l'état des lieux, en fait. Donc, le juge n'est pas là pour juger. Il est là pour faire un état des lieux de la situation. Alors, effectivement, ça a été dit, on peut déplorer que souvent, les chefs d'entreprise viennent un peu tard en prévention. Et souvent, on constate que ça ne relève pas de la prévention, mais plutôt du traitement des difficultés. Mais en tous les cas, plutôt on consulte, plutôt on réfléchit, plus de solutions s'ouvrent à nous, en fait. Donc effectivement, le juge n'est pas en robe, donc c'est confidentiel et l'idée c'est de décomplexer le chef d'entreprise et donc la faculté d'aller au sein de l'ordre doit pouvoir aussi de décomplexer un peu plus le chef d'entreprise parce que certains ont un peu peur d'être vus dans les couloirs du tribunal de commerce. Enfin voilà, du coup, ça peut avoir cet avantage-là en tout le cas. Oui, oui, vas-y.
Non, juste pour dire que les juges de la prévention sont, Nadine l'a dit, nous sommes 5 juges à faire de la prévention, donc on est sensibilisés à cette démarche-là. Oui, alors, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais la procédure collective en soi, d'abord, le mieux, c'est éviter la procédure collective. Donc la prévention est une option. Alors après, en effet, tout dépend à quel moment on se présente devant son expert comptable ou à l'occasion de ces rendez-vous. Mais clairement, on considère que nous, aujourd'hui, les procédures collectives, c'est une opportunité pour, à un moment donné, peut-être prendre du recul, se positionner par rapport à son activité, essayer de prendre un peu de hauteur et faire un stop. Alors ça, c'est vrai que dans la mesure où il y a une capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse continuer. C'est moins vrai quand on est dans un schéma liquidatif. Tout à l'heure, Nadine en parlait. Je crois qu'aujourd'hui, on a 70%, c'est ça à peu près 75% d'entreprises qui malheureusement sont en liquidation sèche. Donc c'est beaucoup trop. Alors, en effet, on peut imaginer que ça régule aussi l'activité économique de la région ou autre, mais il n'en demeure pas moins. On trouve que, enfin, il me semble que s'il y avait une prise de conscience à la fois des dirigeants, mais peut-être aussi des experts comptables sur cette capacité à pouvoir venir nous rencontrer et traiter la prévention comme une opportunité. Mais je vais au-delà, la prévention est une opportunité au même titre qu'une procédure collective est une opportunité. Parce que l'objectif, c'est le rebond. D'accord ? Le rôle du juge, aujourd'hui, il n'est pas juste de juger. Il prend une décision. Bien évidemment, on regarde les éléments qui lui sont transmis. Mais si on pouvait faire en sorte que toutes les entreprises, en tout cas moins, soient liquidées et qu'il y ait plus de redressement judiciaire et que, même à la fin de la période d'observation, ces redressements judiciaires se traduisent par une présentation d'un plan, pour nous, ça serait plus que satisfaisant. Mais pour nous, comme pour vous, puisque par définition, aujourd'hui, un client qui est en liquidation judiciaire, c'est malheureusement un client qui peut-être ne va pas vous allez perdre ce client en fait au niveau de votre activité. Donc il faut vraiment le voir comme une option plus qu'intéressante pour faire en sorte que on puisse accompagner ces chefs d'entreprise et les experts comptables en même temps à travers notre présence au sein de l'ordre. Donc je vais parler d'options. C'est pas une option, effectivement. En plus, la profession est encadrée et nous oblige à avoir un devoir de conseil. Donc effectivement, c'est important qu'on s'approprie cette dimension pour aller au bon moment ou en tous les cas alerter le client. Donc le rôle que nous avons à jouer dans la détection et la prévention des difficultés des entreprises est essentiel. Ce rôle est crucial et nous sommes souvent les premiers témoins des signaux faibles, effectivement en tant qu'expert comptable, dans l'accompagnement de nos clients, et parfois bien avant le dirigeant lui-même qui finalement a la tête baissée sur son activité et ne s'aperçoit pas finalement qu'il y a des signaux qui doivent l'amener à réfléchir autrement. Le devoir de conseil, c'est une mission permanente, bien évidemment. Elle s'oblige à nous et elle est au cœur de notre responsabilité professionnelle. Donc il faut qu'on soit vigilant, bien sûr, pour alerter dès que l'on a détecté une situation qui semble s'imposer. Ce devoir de conseil s'impose à nous, quelles que soient les missions confiées, bien évidemment. Dans la mission de présentation, un accompagnement plus large ou la tenue comptable. Nous devons alerter, proposer et documenter nos travaux et notre accompagnement. Et ce, même si le client ne nous interroge pas explicitement. C'est vrai qu'on a quand même des infos en amont pour pouvoir être alerté de nous-mêmes. Quelques exemples concrets. Anticiper un risque de trésorerie négative lié au cycle d'exploitation ou à la perte d'un client clé. Relever une évolution inquiétante du BFR et de l'endettement à court terme. Et signaler une situation de déséquilibre durable ou une dégradation des indicateurs financiers. Il ne s'agit pas uniquement de produire une alerte, mais aussi d'accompagner le dirigeant dans ces moments difficiles, ou qui peuvent l'être, dans la mise en œuvre de solutions concrètes. Ça peut être la restructuration, la renégociation bancaire, études de financement ou démarches amiables. Donc une fois qu'on a fait ce devoir de conseil, qui est peut-être préférable d'écrire, en tous les cas, après l'échange qu'on a eu avec le client, pour matérialiser, on disait qu'on n'était pas toujours écouté. Le chef d'entreprise reste roi
aux manettes. Donc trop peu d'entreprises utilisent les dispositifs de prévention, malgré tout, qui sont mis à leur disposition et qui sont là pour vraiment les aider et rebondir, comme tu disais, Fabrice. En tant qu'expert comptable, nous avons un rôle décisif pour orienter vers les bons interlocuteurs. Une fois que le diagnostic est posé, on peut aller à la cellule de prévention qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a le CIP qui existe. On peut saisir le président du tribunal de commerce, se consulter un avocat ou consulter un mandataire judiciaire ou un administrateur qui peuvent aussi recevoir les débiteurs en amont pour faire là aussi un diagnostic et une première approche. J'ai une question. Si vous recevez quelqu'un, on revient avec un client, le client, on lui fait le constat que ça ne va pas, mais il décide de ne pas donner suite derrière. Est-ce que vous avez une autre action derrière ou est-ce que vous arrêtez En prévention? Donc, quand vous venez là, Dans le cadre de l'entretien. C'est comme en prévention, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait un état des lieux et on ne donne pas du conseil, mais de l'état des lieux, il en ressort quelque chose qui semble s'imposer. Et après, non, il est libre toujours. On verra dans les différentes procédures que c'est à l'initiative du débiteur. Quand même, il y a je voudrais apporter une petite précision. Si par exemple, nous constatons un dossier vraiment prédégradé, qu'il y a vraiment des dettes fiscales et sociales très importantes, vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Personnellement, je peux, en tant que président du tribunal de commerce, les signaler au parquet. Et c'est le parquet. Non. Ça c'est autre chose, ça c'est l'ordre. Hein. Mais je veux dire, sur un plan général, on peut, si vous voulez, comment dirais-je, par l'intermédiaire du parquet. Nous ne pouvons pas, mais voilà, on peut signaler. Non, mesdames, Laurie, pour répondre précisément à ta question, dans le cadre de ces entretiens confidentiels qui sont offerts à son expert comptable et au client et son expert comptable, dans un cadre, encore une fois, strictement confidentiel, l'échange, il n'est suivi d'aucun effet. Quand on va rentrer au tribunal, on ne va pas compiler une doc ou des annales ou des éléments qui vont suivre l'entretien qu'il y aura eu. Donc c'est vraiment le cadre d'un entretien confidentiel à la demande et sur la démarche de l'expert comptable et de son client, et la procédure s'arrête là. En fait, ça serait contre-productif de faire ça. L'objectif étant qu'on n'est pas encore une fois devant le tribunal. Alors, je vois que vous... Mais au demeurant, on n'est pas dans notre rôle. Ce serait votre rôle, pour le coup, hein, d'indiquer à votre client que sa situation est dégradée, il est en cessation des paiements, et de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a à un moment donné une assignation qui va tomber, qui sera celle ou d'un fournisseur, ou celle d'un client, potentiellement, parce qu'il n'a pas été livré alors qu'il a été payé, ou celle d'un salarié qui n'a pas fait l'objet donc d'un règlement de ces... Juste le moment avant où l'assignation arrive, de savoir si vous aviez ou pas... Alors, nous, on ne maîtrise pas ce moment-là, pour le coup. Après, s'il en est là, c'est qu'il est déjà un peu tard. Donc, l'objectif, c'est justement ça. C'est comme le disait, on parlait des signaux faibles. En effet, je crois que vous êtes vraiment en capacité d'identifier ces signaux-là et d'être... En fait, c'est comme une chambre, une sorte de préambule. L'idée d'être là au sein de l'ordre d'experts comptables. C'est éviter le pire parce que c'est déjà trop tard quand on se présente devant nous au tribunal. C'est le cas de 100% des sociétés qui se présentent devant nous, où elles sont en cessation ou pas. Mais globalement, la situation est déjà très délicate. Donc voilà, il faut plutôt le voir. Et c'est pour ça que je parlais d'une opportunité pour vous, mais aussi pour les dirigeants. Je peux me permettre juste un petit mot. Oui. Bon, la question de Laurie n'a pas été entendue par les gens qui sont à distance parce qu'il y a un problème de micro. Donc, quand vous avez une question à poser, vous levez la main, on vous donnera le micro, c'est important. Okay. Donc, je reformule peut-être ta question, Laurie. C'était de savoir si, compte tenu de ce qu'on a dit que c'était un entretien confidentiel qui se passe à l'ordre. Donc, que se passe-t-il si le client ne suit pas, finalement, non pas les avis, puisqu'on est là pour plutôt avoir de l'information, mais qui sont formulés donc à l'occasion de l'entretien. Donc c'était la question que tu avais posée initialement et qui t'a été répondue. Voilà. Pour prolonger et compléter,
on parle de prévention. Le maître mot, c'est l'anticipation. Le maître mot, c'est l'anticipation et vous sensibilisez les experts comptables qui le savent bien, mais sensibiliser également vos clients sur l'avantage que procure cette anticipation. On en parlera tout à l'heure. Selon l'état dans lequel l'entreprise se trouve, un certain nombre de procédures lui seront interdites. Plus vous intervenez tôt, plus le champ des possibles est large. Le président évoquait tout à l'heure l'impérieuse nécessité de gérer sa trésorerie dans ce processus de difficulté pour pouvoir se donner une chance de survie, de poursuite d'activité. On pourrait y rajouter aussi les relations entre les parties prenantes. Parce que lorsque vous avez trop attendu et que vous avez nuit au lien qui vous lie à vos clients, à vos fournisseurs, à vos banquiers, à vos salariés, vous avez concomitamment considérablement hypothéqué vos chances de poursuivre une activité. Donc cette chambre qui est offerte, cette possibilité qui est offerte aujourd'hui aux experts comptables s'inscrit dans cette idée d'anticipation, d'expliquer aux experts comptables qui connaissent les procédures et à leurs clients tous les avantages qu'ils pourraient avoir à anticiper les difficultés en leur présentant toutes les solutions qui sont envisageables. Voilà, je pense que l'esprit, c'est le maître mot, c'est ça, c'est l'anticipation. Et c'est un des éléments qui va concourir à la faculté d'anticiper ces difficultés pour se priver d'aucune opportunité. Président ? Une question. Quelqu'un qui viendrait à l'entretien justement organisé à l'ordre rencontre un juge. Est-ce qu'il a, si par la suite il va au tribunal, des chances de retomber sur le même juge ou pas? Non, c'est une interdiction en fait. Donc normalement, le juge qui est en audience, s'il reconnaît la personne, il doit se dessaisir en fait. Voilà. Donc il y aura un renvoi. Si on le voit suffisamment tôt, on fait appel à un remplaçant ponctuel, ou si jamais il n'y a pas d'urgence ou qu'on le découvre en audience, on renvoie. Oui. Ouais, en fait, pour vous éclairer sur la manière du comment ça marche, entre guillemets, les juges qui sont prévus sur une audience reçoivent un plumitif qui lui permet de connaître et d'identifier les entreprises qui vont être traitées à l'occasion de cette audience. Si un juge a un lien particulier avec une des sociétés visées lors de l'audience, soit l'affaire est reportée, soit le juge se met en marge lors du traitement du cas particulier. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt au regard de ce que vous venez d'évoquer. C'est un élément important de déontologie chez nous. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite absolument maintenir, c'est fondamental. Donc au même titre qu'une société avec qui on aurait l'habitude de discuter se retrouve devant nous, il est hors de question de traiter le dossier, on serait dans le même schéma concernant l'ordre des experts comptables, en tout cas par rapport à ce projet, puisque par définition, en effet, on n'aurait pas vocation à être... Alors par contre, on peut être désigné juge-commissaire, on va y revenir, sur un peu l'organisation de manière globale, mais autant on ne va pas être présent lors de l'audience et on ne va pas assumer donc, la décision d'ouverture d'une procédure collective X, Y, Z. Par contre, il n'est pas exclu qu'on soit également désigné en tant que juge-commissaire. Mais on reparlera du rôle du juge-commissaire si vous le souhaitez un peu plus tard. Une question. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai bien compris que le rendez-vous était confidentiel, qu'il n'y avait pas de suite, pas d'éléments qui permettent une suite, etc. Par contre, dans le positionnement, parce que c'est fait pour rassurer les chefs d'entreprise de venir peut-être plus facilement et rentrer en conciliation plus rapidement, mais concrètement, vu que vous ne donnez pas de conseils ou de plan d'action, quelles sont vos missions concrètes pendant ce rendez-vous? Parce que si c'est pour dire il faut une conciliation, entre guillemets, les experts comptables sont normalement déjà aptes à détecter... On a le regard du juge, donc effectivement, on sait aussi que les affaires viennent souvent trop tard. Donc parfois, quand on écoute le dirigeant, on a les mêmes clients, je suppose, ils ont l'impression qu'ils peuvent rebondir, alors que que c'est trop dégradé et que ça fait trop de temps que c'est installé, en fait. Donc on peut faire un constat, peut-être que le juge a une voix qui porte un peu plus fort que l'expert comptable s'il n'arrive pas à se faire entendre, en fait. Ouais, donc on est vraiment sur rajouter un deuxième avis plus que de trouver des solutions pendant ce rendez-vous. Il y a pas de... C'est clairement ça, c'est un appui
qui est offert à l'expert comptable par un juge sur la prise de conscience, favoriser la prise de conscience du client sur les difficultés qu'il rencontre, là où l'expert comptable a peut-être déjà essayé et n'y est pas totalement parvenu. Ça peut arriver parfois. Ou que l'expert comptable n'a pas identifié une problématique sous-jacente. Ça peut être aussi ça. En fait, vous les connaissez, les critères qui déterminent la situation d'une entreprise ou pas. Je pense que ce n'est pas nous qui allons vous l'apprendre, c'est plutôt vous qui pouvez potentiellement nous accompagner là-dessus. Donc nous, on a plutôt notre regard à nous en tant que juge et identifier en fait une réelle difficulté qui peut amener justement l'entreprise et vous le dirigeant au risque de se présenter devant nous. Donc si on peut être en fait quelque chose qui va activer des leviers, va lui permettre de réajuster et de trouver des moyens, voilà, pour éviter de se présenter devant le tribunal, je pense qu'on aura gagné pour le coup. C'est un peu ça l'objectif. En effet, on n'est pas là pour faire des constats négatifs. On peut aussi dire, voilà, alors tout dépendra des questions qui vont nous être posées, bien évidemment. On saura y répondre ou pas. Mais en tout cas, vous aurez le regard du juge, comme on le fait dans le cas de la prévention ou lors de l'audience. Puisque, pour être précis, normalement, lors d'une audience, on ne connaît pas les entreprises. Alors, on a un dossier, on a une vision de la situation de l'entreprise, mais qui apparaît à travers la fameuse déclaration de cessation des paiements dont on va parler tout à l'heure. Vous verrez que c'est notre outil, en fait, au-delà de la relation qu'on va pouvoir avoir avec le dirigeant qui va se présenter devant nous. D'accord ? Si je comprends bien, l'entretien tel qu'on le prévoit, c'est plutôt un entretien donc informatif, donc j'ai bien compris, pour faire conscientiser peut-être aussi le dirigeant sur la réalité de sa situation. Mais ça peut être aussi le préambule, je dirais, à un autre entretien qui, lui, sera plus stratégique, avec un administrateur judiciaire, par exemple, où là, on va pouvoir vraiment parler de stratégie. Une fois que le dirigeant a conscientisé de sa situation, on peut avancer sur une recherche de stratégie, une recherche de solution. Donc c'est aussi un préalable, quoi, ce fameux rendez-vous. Complètement, mais ça peut aussi démystifier les procédures collectives et le tribunal. Dire qu'on rentre en redressement judiciaire, c'est pas gravissime en soi. Tout dépend de l'état du redressement judiciaire, en fait, en réalité. C'est-à-dire tout dépend du passif, tout dépend de la situation de l'entreprise. Mais nous, on voit aujourd'hui des entreprises qui se présentent à nous avec un passif très limité. Mais alors ça, c'est plutôt positif. Parce que, pour le coup, on a une visibilité une visibilité à moyen terme qui est beaucoup plus satisfaisante que si on a un passif qui est 3, 4 fois, 10 fois le chiffre d'affaires, ou le résultat potentiel ou autre. Et donc, à partir de là, les perspectives sont bien différentes qu'une entreprise qui est au bord qui est déjà en situation de paiement, mais dont le passif serait abyssal. Donc, quelque part, rien que ça, déjà, c'est du temps. Et en fait, on voit bien que le temps, au niveau de la procédure collective, en tout cas, de la session de paiement ou de la procédure collective, est déterminant. On a une différence fondamentale entre la boîte qui se présente devant nous et qui a un passif ultra contenu et qui a déjà des bases très solides et une trésor qui tient un peu la route, au regard de boîtes qui sont à des années-lumière de ça. Et on voit bien déjà que la tendance, elle risque plutôt d'aller vers la liquidation, pour le coup. Donc je crois que ça, c'est un élément déterminant. Et encore une fois, voyez-le comme une opportunité. Enfin, faites en sorte que vos clients le voient comme une opportunité. Être en RJ, c'est pas si catastrophique que soit. C'est une opportunité de rebondir. Voilà. Donc, l'opportunité, c'est ce que disait, ça va dans le même sens que Eric a évoqué. C'est vrai que faire le constat le plus tôt possible permet de mettre sur la table ce qui est possible. Et donc, effectivement, on peut consulter un administrateur judiciaire et mettre en place une stratégie en fait, du redressement judiciaire. Parce qu'effectivement, c'est quand même pas pareil de rentrer dans un redressement judiciaire le 25 du mois avant d'avoir payé les salaires, plutôt que le 2 après les avoir tous payés. En fait. Donc, il y a quand même des conséquences et peut-être une stratégie à adopter pour faire de rentrer dans un redressement judiciaire dans des bonnes conditions. Donc, et tu vois, Stéphane, je ne suis pas certain que l'administrateur va avoir la baguette magique pour trouver la solution. D'autant plus que ça a un coût, l'administrateur, indiscutablement. Par contre, l'expert comptable, me semble-t-il, a peut-être la capacité à travers les éléments dont il dispose des comptes, de la situation de l'entreprise, etc., il peut peut-être faire prendre conscience à son client qu'il y a des leviers à activer qui ont matière à améliorer la situation.
ce que sera peut-être amené à faire l'administrateur ou le mandataire judiciaire dans le cas d'une procédure collective. Donc là, on est bien en amont et peut-être que ce rôle-là, il a vraiment du sens pour le coup. Enfin, je parle aux experts comptables pour le coup. Donc on parlait d'anticipation tout à l'heure, donc effectivement pour se raccrocher à cette anticipation, effectivement on n'a pas besoin non plus d'avoir arrêté les derniers comptes, d'être carré et d'avoir le dernier bilan 2024 si jamais on est le 22 avril et qu'il n'est pas sorti. Voilà, donc on peut avoir des signaux, des alertes qui ne sont pas spécialement financières, mais qui, donc du coup c'est le lien autodiagnostic. Oui. Donc je ne sais pas s'il faut l'ouvrir, non. Jules. Donc vous pouvez télécharger et aller sur le site de l'Ordre des experts comptables du CROEC, la rubrique entreprise en difficulté, et vous aurez les documents qu'on va parcourir, qui seront de l'ordre de 3 ce soir. Donc vous pourrez les consulter. Et il y a ce lien d'autodiagnostic, prévention des difficultés des entreprises, évaluer votre situation, que l'on demande de remplir pour aller en prévention des entreprises en difficulté. Et donc, vous le demandez quand vous viendrez avec votre client au conseil régional, il faudra que vous le téléchargez, que vous le remplissiez. Ça permet d'avoir des indicateurs, en fait. Donc, on ne va pas le parcourir à l'écran, mais il fait juste recto verso, même les questions que recto. Et ça permet de poser un peu le diagnostic sans faire une analyse financière. Subissez-vous des retards ou des incidents de paiement réguliers de la part de vos clients? Oui, non. Au cours de l'année écoulée, avez-vous subi une baisse d'activité? Voilà, du coup, on peut remplir ça sans avoir tous les comptes annuels. Et donc, c'est l'intérêt d'être réactif. Oui. Mais juste pour signaler, tous les documents dont on parle, en fait, on peut les télécharger directement dans le GoToWebinar. En ce moment. Dans le GoToWebinar. Voilà, ils sont tous disponibles. D'accord. Okay. Alors là, on est aveugle sur les questions que vous posez peut-être. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Il y en a une qui est de savoir quelle est la proportion de dossiers qui arrivent en procédure collective qui ont un expert comptable. Est-ce que vous en avez une notion? Pas vraiment de stats là-dessus. Pas de notion. Ce qu'on entend parfois, c'est que le comptable, il n'a pas le bon rôle parfois, parce qu'effectivement, quand le dirigeant est seul et qu'il n'a pas les éléments comptables, c'est souvent un argument qui est avancé, mais voilà, on n'a pas de statistiques là-dessus. Après, il y a les experts comptables, les experts en comptabilité aussi qu'on croise. Donc il y a tout ça en fait. Moi, si je regarde par rapport aux audiences qu'on peut traiter, enfin en tout cas ce qui me concerne, j'ai quand même le sentiment c'est assez marginal la présence de l'expert comptable. Je dis bien la présence physique, j'entends. Après, de là à dire qu'on a des éléments comptables, on a dans certains cas les bilans, on n'a pas forcément les situations, ce qui serait peut-être intéressant, mais voilà, oui, ça reste assez marginal la présence d'experts comptables. Je ne sais pas si c'était la question ou pas, mais je pense que la question c'était surtout, est-ce que les dossiers qui viennent devant vous ont un expert comptable qui les suit au quotidien, ou est-ce que c'est des dossiers qui sont traités par les dirigeants en interne? C'est difficile de donner une statistique précise sur ce sujet. Ce qu'il y a dans la déclaration de cessation de paiement, s'il y a un expert comptable, il doit être indiqué. Sur le document de déclaration de cessation de paiement, l'expert comptable est mentionné. Donc on suppose que la personne qui se présente avec une déclaration de cessation de paiement en mentionnant le nom d'un expert comptable a effectivement recours au service d'un expert comptable. Après, je voudrais confirmer ce que dit Fabrice. Il y a assez peu d'experts comptables présents lors des audiences d'ouverture de procédures collectives. On voit beaucoup plus d'avocats que ce qu'on voit d'experts comptables accompagnant leurs clients dans la démarche qui les amène au jugement d'ouverture. Et comme le disait Stéphane, c'est dommage, parce qu'en tant qu'expert comptable, l'un et l'autre, on observe des propos qui nous sont rapportés sur les comportements d'experts comptables et qui nous font faire des bons, quoi, qui sont faux. Mais ça serait mieux si l'expert comptable était là pour pouvoir le démentir. On entend je vais vous le faire de manière un peu caricaturale, 1 fois sur 2, c'est la faute de l'expert comptable. Si l'entreprise a des difficultés, si l'entreprise n'a pas payé sa TVA, c'est parce que son expert comptable ne lui a pas dit qu'il fallait payer la TVA. Ça vous paraît gros ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, on aimerait voir davantage d'experts comptables parce qu'on a la faiblesse de penser que les dossiers seraient mieux soutenus
lors de l'audience, mais aussi parce que je crois qu'il y aurait des filtres qui se mettraient sur la responsabilité de l'expert comptable au regard des difficultés des entreprises qui nous sont rapportées. Donc voir davantage d'experts comptables lors des audiences, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite ardemment, hein, Fabrice. Oui, indiscutablement, je pense que en fait, ça corrobore le fait que vous êtes au cœur du dispositif. Et c'est à ce titre que je pense que vous avez un rôle important à jouer. Alors après, sans entrer dans les considérations économiques et autres, mais clairement, je pense que vous avez vraiment, il y a une opportunité à ce que vous puissiez nous accompagner, en tout cas accompagner les entreprises. C'est bien d'y être. Après, si l'expert comptable n'y est pas, c'est parce que parfois il y a la ligne de dette, il y a la ligne de l'expert comptable avec des honoraires qui sont conséquents. Donc là, il faut juger la relation avec le client, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, on peut accompagner un client qu'on suit depuis plusieurs années. On l'accompagne peut-être différemment de quelqu'un qui vient d'arriver et qui a eu 3 confrères dans les 6 derniers mois aussi, préalable. Enfin, voilà. Donc ça, il faut gérer cette composante. Après, pour vous inciter à venir, alors je ne sais pas si c'est ça qui sera déterminant, mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est convoqué à 8h30, enfin, le débiteur est convoqué à 8h30 et il peut passer à midi. Donc faites-vous connaître quand vous venez avec votre client. Il y a un huissier audiencier qui est là pour appeler les affaires et les faire rentrer. Alors sur Montpellier, on a fait passer le message, hein, on va avoir un discours dans tous les tribunaux aussi, mais pour que l'expert comptable passe plutôt au début. Alors plutôt au début, après les avocats. Après les avocats, voilà. On ne peut pas encore vous faire passer avant les avocats. Après les mandataires, après les administrateurs, après les avocats, mais avant midi quand même. Voilà. Les avocats ont la robe, on les reconnaît. Donc voilà, si on revient sur ce questionnaire, voilà, on peut ne pas attendre d'avoir des éléments et des éléments chiffrés pour accompagner son client et la prévention des difficultés. Bon, c'est ce qui ressort de nos échanges, c'est un levier sous-utilisé. Il y a trop peu d'entreprises qui utilisent ces dispositifs de prévention mis à leur disposition, et ça on peut que le regretter. Et en tant qu'expert comptable, nous avons un rôle décisif pour orienter vers les bons interlocuteurs, ça c'est essentiel, et de changer le regard du dirigeant sur ces outils. Ils ne sont pas un aveu d'échec, puisqu'effectivement le chef d'entreprise vit ça difficilement en fait. Hein. Il y en a des fois c'est éprouvant moralement en fait. Hein. On a des chefs d'entreprise qui pleurent devant nous. Ils ne pleurent pas tous non plus. Il y en a qui sont un peu plus habitués de ces procédures. Mais c'est quand même un moyen de protéger l'entreprise, d'aller au bon moment. Et donc on est là pour les accompagner et trouver une solution en tant qu'expert comptable, mais en tant que juge également. En fait. Notre position, elle est privilégiée. Nous sommes les mieux placés, mais parce qu'on a une présence. On le disait tout à l'heure, l'expert comptable a une mission permanente, enfin, dans beaucoup de dossiers, alors que l'avocat a des missions ponctuelles. On va voir un avocat quand ça ne va pas bien, plutôt, alors que l'expert comptable, si on fait la TVA, on est là tous les mois, quoi, en fait. Voilà. Donc on a quand même tout pour ressentir et être présent et aborder les sujets. Nous avons la confiance du client, la connaissance de son environnement, de ses chiffres et de ses habitudes. C'est un avantage stratégique énorme à condition de l'activer. Agir tôt avec méthode, bien sûr, c'est le gage de la réussite. Alors que quand on tient ce discours et qu'effectivement on n'est pas entendu, on peut, c'est le thème d'après, parce qu'on va parcourir les procédures collectives tout à l'heure avec les différentes conditions d'ouverture. Il y a les sanctions. Donc effectivement, c'est pas le thème de la soirée, mais un chef d'entreprise qui ne bouge pas et qui est conscient ou qui a tout pour être conscient des difficultés, il peut être embêté et être poursuivi à titre personne physique. Et donc, on peut utiliser ce discours-là pour le sensibiliser et l'inciter aussi à bouger et à aller consulter ou alors avoir en prévention, etc. Donc, les sanctions, il faut le savoir, ça existe. Il y a une chambre du coup, à Montpellier qui est dédiée avec des juges qui sont spécialisés pour sanctionner le chef d'entreprise qui n'a pas bougé et qui a fait des fautes de gestion. Donc les sanctions, elles sont au nombre de 3.
on peut le condamner à une interdiction de gérer. On peut l'interdire, on peut faire prononcer une faillite personnelle et on peut aller jusqu'à le mettre à la charge, le passif de la société sur la tête de la personne physique. Donc ça c'est un argument qui fait mal au chef d'entreprise quand il en est là. Bon, généralement, il faut quand même avoir du lourd et des chefs d'entreprise qui sont vraiment négligents. Mais en tous les cas, quand on regarde les textes existent et on peut vite se trouver dans une situation où par principe, on peut être traduit par... Alors c'est souvent le mandataire judiciaire ou le procureur de la République directement qui demande... C'est souvent le procureur de la République pour les interdictions de gérer et les faillites personnelles et le mandataire pour le comblement de passifs. Donc les fautes, encore une fois, on peut vite être dans ces cas-là. Donc il y a absence de comptabilité. Bon, a priori, on en fait tous, mais en tous les cas, absence de comptabilité, c'est un motif. Le détournement d'actifs, bien évidemment. La poursuite d'une activité déficitaire. La violation des lois et règlements sur la gestion de la société, les confusions de patrimoine personnel, on retrouve la dissimulation d'actifs, le non-respect des obligations fiscales et sociales, et le non-dépôt dans les 45 jours, c'est une faute à part entière. Et le paiement préférentiel de certains créanciers aussi, en fait, voilà, de ne pas respecter les textes en la matière, et notamment, on abordera l'état de cessation des paiements et la déclaration de cessation des paiements, mais on peut être vite on peut vite dépasser les 45 jours, et c'est une faute qui peut justifier d'une sanction à titre personnel. Elle est dans les faits, enfin, sur le terrain. C'est pas cette faute qui justifie à elle seule, c'est souvent une accumulation de fautes, mais en tous les cas, voilà, on peut en tous les cas être embêté dans ce cas-là. Je pense qu'on est bon. Oui, pour abonder dans ce que dit Stéphane et avoir été à ses côtés sur un certain nombre d'audiences sur des champs de sanctions, il faut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, et il faut savoir le dire à son client, le sensibiliser au fait que si en soi une déclaration tardive de déclaration de cessation de paiement, c'est-à-dire au-delà des 45 jours, n'est pas en soi un élément suffisant pour pouvoir, en général, engager la responsabilité du dirigeant, c'est un élément qui va venir se rajouter. Il y a des faits plus graves encore, Stéphane les a évoqués. Je crois que dans le discours en tant qu'expert comptable vis-à-vis de vos clients, vous avez cette responsabilité aussi de les sensibiliser aux conséquences personnelles que pourrait avoir la non prise en compte effective des difficultés que traverse l'entreprise. Stéphane l'a dit, ça s'inscrit dans votre devoir de conseil, mais c'est aussi un élément clé au regard de la responsabilité propre du dirigeant. Et par expérience, j'ai pu observer que quand on aborde la question de la responsabilité personnelle des dirigeants, en général, les gens ouvrent davantage leur capacité d'écoute. Donc, c'est peut-être dur, mais c'est parfois nécessaire. Voilà. Et c'est effectif. Ne croyez pas qu'on ne fait qu'en parler. Je n'ai pas de statistiques, toi peut-être pas non plus, Stéphane, mais des décisions conduisant à des sanctions, il y en a tous les mois. Il y en a 10 dans l'année et il y a des sanctions de comblement de passifs qu'on prononce réellement. Je crois que c'était de l'ordre de 1 million le cumulé sur 2024 qu'on a mis à la charge de la personne physique, donc, enfin, des personnes physiques des affaires. Donc c'est pas, là aussi, c'est pas que dans les livres. Et au cours de ces procédures de sanctions, on entend l'expert comptable
Là, il a plus que le mauvais rôle parce qu'il est, il est mis à la cause, en fait. Hein. Donc, bon, c'est pas traité dans la chaîne des sanctions, mais on met en responsabilité l'expert comptable parfois, enfin, dans certains cas, si jamais, effectivement, il a fauté lui-même. Voilà, donc d'où l'importance de matérialiser et d'accompagner et d'être en amont. On a peut-être un peu plombé l'ambiance là, non? Oui, mais ça sert la bonne cause aussi, quoi, en fait. Voilà, ça fait bouger. On va essayer de rebondir. Alors ça fait un lien facile et direct avec la cessation de paiement. Vous l'avez entendu, la cessation de paiement est un des éléments qui peut être recherché au regard de la responsabilité du dirigeant, mais pas que. La cessation de paiement, la date de cessation de paiement est un élément clé. On l'a dit tout à l'heure et on va y revenir au regard des possibilités qui seront offertes aux dirigeants dans le cadre du traitement de ces difficultés. Donc quand on parle de cessation de paiement, ça nous renvoie directement au code de commerce, puisque c'est le code de commerce qui définit la cessation de paiement de manière très simple, et ça va nous parler à tous. Le code de commerce nous dit, c'est quoi la cessation de paiement? C'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. C'est l'article 631, L631 du code de commerce. Là, c'est simple, hein. Pour nous, pour vous, experts comptables, définir ce qu'est un passif exigible et un actif disponible, c'est relativement facile. Ça se passe sur le bas du bilan, on va dire. Hein. Selon les principes comptables, on sait que l'un est classé par exigibilité, l'autre par liquidité. Donc, on va s'intéresser prioritairement au bas du bilan. Alors, oui, plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas payer ses dettes, quoi. Être en état de cessation de paiement, ça veut dire on ne peut pas pouvoir honorer à l'instant T les dettes de l'entreprise. Alors, on va exclure du passif exigible tout ce qui est passif moratoire. Tout ce qui a été conclu, tout ce qui a été acté dans le cadre d'un moratoire avec les administrations ou des délais de paiement sort du passif exigible puisqu'il est échéancé. OK ? Voilà donc des éléments majeurs. Cette cessation de paiement, on l'a dit, cette date de cessation de paiement, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'elle va vous faire perdre le privilège ou la possibilité d'un certain nombre de procédures, notamment la procédure de sauvegarde. Et on y reviendra tout à l'heure, Fabrice, je crois, plus en détail. Mais sachez que d'ores et déjà, s'il est constaté un état de cessation de paiement, vous ne pouvez pas solliciter une procédure de sauvegarde. Et donc pour vous, ça sera... enfin pour vos clients, pardon, ça sera plutôt vers le redressement judiciaire dont on reparlera. Donc cette cessation de paiement, elle est importante au niveau de la responsabilité, Stéphane l'a bien expliqué, qui incombe aux dirigeants dans la non-déclaration de la cessation de paiement. Elle est aussi capitale dans les opportunités, les possibilités qui seront données aux clients. Donc sensibiliser son client lorsqu'on est expert comptable sur l'identification de la cessation de paiement, c'est majeur, c'est important. C'est important parce que passé cette date, la situation va devenir plus compliquée dans la relation que vous aurez avec les organes de la procédure, mais d'abord avec le tribunal. Donc vous voyez qu'on est là aussi dans cette notion d'anticipation que l'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Stéphane parlait tout à l'heure de signaux faibles. Comment c'est facile, j'ai dit on ne peut pas payer ses dettes, on ne peut pas faire face à son actif, à son passif exigible avec son actif disponible. Quels sont les éléments, les signaux faibles qu'évoquait Stéphane pour l'anticiper? Vous êtes expert comptable, c'est des sujets que vous maîtrisez, c'est des sujets que vous connaissez, et pour peu que l'information soit disponible, il n'y a aucun doute sur le fait que vous êtes les mieux placés, ou quasiment les mieux placés, pour pouvoir l'identifier, cet état de cessation de paiement, voire l'identifier. Ça a trait, et ça se caractérise par quoi? Par des relances fournisseurs. Des relances fournisseurs, ça veut dire qu'on n'honore pas ses dettes. Si les fournisseurs relancent, ça veut dire que vous n'avez pas respecté l'échéancier qui avait été initialement convenu. Des demandes de moratoire. Réguliers avec
avec les administrations, l'administration fiscale, l'administration sociale, l'URSSAF par exemple. Ces demandes régulières de moratoire sont des éléments dont il faut prendre la mesure parce qu'ils vous alertent sur la fragilité de la situation de trésorerie et donc une potentielle cessation de paiement. On peut y rajouter le rejet de chèques. Peut-être que les chèques rejetés, c'est un élément caractéristique de la cessation de paiement. La banque ne suit pas, rejette des chèques qui ont été émis. On peut imaginer que si le client a émis un chèque, c'est qu'il est arrivé au bout du bout de la négociation en termes de délai avec son fournisseur, et que, arrivant au bout du bout de la négociation en termes de délai avec son fournisseur, il prend le risque d'émettre un chèque qui va être rejeté. Donc là, je dirais warning, clignotant en rouge, vous voyez des retours de chèques sur un relevé bancaire. Si le client, là, je pense que vous commencez à toucher très très concrètement la situation de cessation de paiement. On pourrait également évoquer des prélèvements refusés, enfin tous les incidents de paiement qu'on a l'habitude d'observer. Un élément aussi qui est peut-être plus annonciateur en amont, c'est les inscriptions d'état et de privilèges. Les inscriptions de privilèges auprès du greffe du tribunal de commerce, notamment lorsque ces inscriptions sont effectuées par les administrations, URSSAF et impôts principalement. Vous allez le voir, le client, l'entreprise peut être à l'initiative de sa déclaration de cessation de paiement. Mais si elle n'est pas diligente, elle va se faire rattraper par ces organes que sont l'URSSAF et l'administration fiscale. Donc attention, moi j'ai envie de dire, gardez la main. Il est préférable d'entreprendre. Si vous n'avez pas su gérer correctement la cessation de paiement, il est préférable d'entreprendre soi-même sa déclaration de cessation de paiement que de se voir assigner par l'URSSAF ou les impôts. Et cette notion d'inscription de privilège est un clignotant qui s'éclaire, qui doit vous dire attention, si je n'agis pas moi-même, c'est peut-être l'administration qui le fera à ma place. Voilà ce que l'on peut dire sur les éléments de déclaration de cessation de paiement. La cessation de paiement induit une date lors du jugement d'ouverture. Le juge aura à se prononcer sur la date de la cessation de paiement. En général, la date est proposée par l'entreprise qui procède à la déclaration de cessation de paiement et bien souvent, Fabrice, je parle sous ton contrôle, qui a plus d'expertise que moi en la matière, on retrouve la date du dépôt de la déclaration de cessation de paiement. Sauf qu'il n'est pas besoin d'être expert comptable pour voir qu'il y a un faisceau d'indices qui bien souvent nous rappellent des éléments très caractéristiques d'état de cessation de paiement bien antérieurs à la demande de déclaration de cessation de paiement et au jugement d'ouverture. Donc là, le juge aura la faculté de pouvoir faire remonter la date de cessation de paiement jusqu'à 18 mois par rapport à la date du jugement d'ouverture. Cette date pourra être revue, pourra être contestée, mais jouons, j'ai envie de dire, franc jeu. Et si vous accompagnez les clients dans une démarche de déclaration de cessation de paiement, ne prenez pas les juges qui sont en audience forcément pour des lapins de première semaine et sachez prendre les précautions en mettant en place, je dirais, une déclaration de date de cessation de paiement qui soit cohérente par rapport aux chiffres que vous nous présentez. Les juges sont vigilants là-dessus, mais aussi, en plus du juge, il y a le procureur qui est vigilant aussi à ce que la date puisse remonter à la date la plus vraisemblable en tous les cas. Voilà donc, importance d'analyser, comme a pu le dire Stéphane tout à l'heure, tous ces signaux que j'ai rappelés, que vous connaissez, qui sont autant d'éléments qui vont vous permettre d'ouvrir, je dirais, votre vigilance sur ces incidents qui sont des éléments qui préviennent ou qui caractérisent un état de cessation de paiement. Et je dirais ensuite, sachez anticiper, présenter des éléments qui soient de nature à corroborer la date qui est présentée comme étant celle supposée de cessation de paiement. Et ça nous amène
ça nous amène, Fabrice, je crois, à cet élément clé sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'attention, la déclaration de cessation de paiement. Alors non, on va basculer d'abord sur les positions collectives. Mais on va y venir. Donc, merci en tout cas pour cette liaison. Quand on rentre maintenant dans le vif du sujet des procédures collectives, en fait, on a 3 mécanismes qui se présentent à nous, qui vont être chacun avec des objectifs et des conditions spécifiques. Donc, on va avoir la sauvegarde, on va avoir le redressement judiciaire, on va avoir la liquidation judiciaire. Donc, je vais basculer tout de suite sur le slide, sur le petit suivant, je pense que c'est celle-ci. En fait, c'est un tableau de synthèse. Alors, il est très synthétique, mais en fait, il a le mérite de figer un petit peu la situation pour chacun des 3 cas. Les critères, on l'aura compris, c'est la situation de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre la sauvegarde et le redressement judiciaire? C'est précisément la cessation de paiement. On déterminera, nous, lors de l'audience, si l'entreprise est en cessation des paiements ou pas. Comment on fait pour déterminer si elle est en cessation des paiements? C'est précisément ce que viennent de dire Stéphane et Didier. C'est à la lecture des éléments qui nous sont communiqués, d'accord? C'est globalement, est-ce qu'elle a aujourd'hui un passif? Et ce passif exigif, est-ce qu'il est en phase avec l'actif disponible? Si ce n'est pas le cas, par définition, il est en cessation des paiements. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui se présentent devant nous et qui demandent la sauvegarde, qui ne sont pas forcément accompagnées. Et à ce moment-là, on vérifie et on constate qu'en fait, qu'elle est en cessation des paiements. Donc, elle ne peut pas prétendre à la sauvegarde. Donc, on demande aux dirigeants de basculer en redressement judiciaire. Donc, on est très vigilant par rapport à ça parce qu'en effet, cette lecture-là, elle est déterminante pour juger et décider si c'est une sauvegarde ou un redressement judiciaire. Donc, c'est l'élément essentiel. Et les raisons qui les amènent à demander une sauvegarde, c'est souvent, enfin on a le cliché ou le réflexe de dire que le sort des cautions est meilleur, subit un meilleur sort en sauvegarde, et c'est plus le cas en fait. Donc c'est vrai que depuis 2019 et la loi Pacte, c'est aligné. C'est-à-dire que le sort des cautions, il est le même en sauvegarde et en redressement judiciaire. Donc des fois, le débiteur, il se laisse facilement convaincre que finalement, un redressement judiciaire pourrait faire aussi, quoi, en fait. Alors, la différence entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, alors, la liquidation judiciaire, on l'aura compris, on est en cessation de paiement, puis on va avoir une série concernant l'objectif, c'est on arrête l'activité, clairement c'est fini, on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas d'alternative, le débiteur, le dirigeant ne souhaite plus continuer, pour toutes les raisons. Qui l'amène à prendre une décision comme celle-ci, qui est radicale. C'est parce qu'il ne peut plus, parce qu'il ne veut plus, parce qu'il n'a plus les moyens de rebondir. Parce que voilà, il est dans un schéma où globalement, il n'y a pas d'alternative à la liquidation. Donc le but, c'est on arrête l'activité. L'activité, donc je le précise, elle est généralement arrêtée. Le demandeur, en fait, alors, désolé, je vais reprendre parce qu'en fait, on a du idem, redressement, etc. Donc on va plutôt passer par la sauvegarde. Donc sur la sauvegarde, on est difficulté prévisible. On est sur un schéma où on n'est pas en cessation de paiement. Donc là, on va démontrer, il faut qu'on démontre au tribunal comme quoi on n'est pas en cessation de paiement. Et précisément ce qu'on vient de voir. L'idée, c'est prévenir et réorganiser. On est sur un schéma où on est en anticipation et on va, au sein de la sauvegarde, donc en fait l'ensemble des dettes sont gelées à l'instant T, et on va pouvoir réorganiser la structure, réorganiser, restructurer, etc., etc. Alors, on peut avoir l'appui d'un administrateur systématiquement un mandataire, mais on peut avoir l'appui d'un administrateur ou pas. Il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend les critères, en fait, aujourd'hui, qui peuvent déterminer ou pas un administrateur. Je tiens à préciser que dans le cas de la sauvegarde, le débiteur, le dirigeant peut très bien solliciter la présence d'un administrateur et nommer lui-même, enfin en tout cas désigner un administrateur qui, nous donner le nom d'un administrateur qu'il aimerait voir désigné. Voilà, pour ce plan-là. Donc voilà pour la partie objectif. L'activité, c'est la continuité. Bien évidemment, on continue. L'activité, elle, perdure. On verra après la différence entre la sauvegarde et le redressement judiciaire dans l'espace-temps d'une période d'observation, puisque
moment du jugement, il y a une période d'observation qui va s'ouvrir. Dans le cas de la sauvegarde, on a droit à 2 périodes d'observation de 6 mois, ce qui fait globalement 12 mois. On verra tout à l'heure que dans le cas de redressement judiciaire, on a 2 périodes de 6 mois, mais on peut avoir une période exceptionnelle de 6 mois de plus, ce qui fait 18 mois en tout. Donc voilà, on a déjà une différence entre les deux. Aujourd'hui, l'activité continue. Le demandeur, c'est le dirigeant uniquement dans le cas de la sauvegarde. Alors, on est sur un schéma où on voit qu'on n'est pas bien, on va vers des difficultés, on prend la décision de se présenter devant le tribunal et on sollicite l'ouverture d'une sauvegarde. L'objectif, bien évidemment, c'est le plan de sauvegarde qui va permettre aux dirigeants de pouvoir étaler sa dette sur maximum 10 ans, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'étaler sa dette sur une période maximale de 10 ans et permettre donc de pouvoir rembourser l'ensemble des créanciers sur 10 ans. Bien évidemment, il y aura plusieurs étapes au sein de la procédure collective pendant ces 12 mois. Il y aura une période d'étape de 2 mois et ainsi de suite. Contact permanent avec les administrateurs s'ils sont nommés et le mandataire judiciaire et le juge commissaire, puisqu'il y a un juge commissaire qui a vocation à être le garant de la procédure collective entre le dirigeant, les mandataires administrateurs et le tribunal. Et bien évidemment, il est informé de tous les actes qui vont être diligentés durant cette période de 12 mois. Voilà pour la sauvegarde. Concernant le redressement judiciaire, la situation est un peu plus compliquée à ce moment-là, puisqu'on est en cessation de paiement. Pour prétendre au redressement judiciaire, il faut être en cessation de paiement. D'accord ? On n'ouvre pas une procédure collective en redressement judiciaire si l'entreprise n'est pas en cessation de paiement. Vous voyez, on est bien, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. L'objectif, c'est redresser l'entreprise. Donc là, on part d'une autre base, c'est-à-dire on n'est pas dans l'anticipation, on est vraiment dans un schéma aujourd'hui où l'entreprise est en difficulté. Et clairement, il faut qu'on active, il faut que le dirigeant et les organes de la procédure activent des leviers pour faire en sorte que l'entreprise puisse être redressée. Quel est l'objectif recherché ? L'objectif de rechercher, c'est le plan de redressement, ou le plan de sauvegarde, on l'appellera comme on voudra, mais qui va permettre à l'entreprise de pouvoir, pareil, rembourser l'ensemble de ses créanciers sur une durée qui est maximale également de 10 ans. L'alternative au redressement judiciaire, c'est la liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, on constate 2 types de liquidation. La liquidation qui intervient durant la période d'observation de redressement judiciaire, parce qu'on a ouvert pour le redressement judiciaire, mais on se rend compte que techniquement, l'entreprise n'est pas en mesure de pouvoir maintenir son activité. Je vais revenir sur un élément fondamental également. Que ce soit pour la sauvegarde, que ce soit pour le redressement judiciaire, au jour de l'ouverture, l'entreprise ne peut plus générer de nouvelles dettes. Il faut qu'elle soit en capacité de pouvoir payer l'ensemble de ses charges courantes. Dans le cas contraire, les organes de la procédure vont solliciter le tribunal pour solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est engageant, c'est pas neutre. Hein. Mais c'est pour ça quand on va parler de la DCP tout à l'heure, on va rappeler les outils, les éléments qui nous semblent indispensables pour identifier si l'entreprise a potentiellement une capacité d'être en redressement judiciaire, voire en sauvegarde, ou plutôt être amené à solliciter la liquidation judiciaire. On va y revenir. Donc sur le RJ, cessation de paiement, redresser l'entreprise, on a une période d'observation qui va s'étaler sur 2 fois 6 mois et potentiellement 3 fois une 3e période de 6 mois qui, elle, est autorisée par le ministère public. Voilà, essentiellement. Et on se dirigera ou sur un plan de redressement, de sauvegarde, à la fin des périodes d'observation, ou avant sur une liquidation. Et le dernier point, donc j'avais commencé par celui-ci, mais j'en termine, sur la liquidation judiciaire, globalement, on est en cessation de paiement, il n'y a pas d'activité possible de continuité, l'entreprise va être arrêtée, les demandeurs peuvent être à la fois le dirigeant, le créancier, le ministère public, comme le redressement judiciaire, et on se dirigera vers une clôture pour insuffisance d'actifs, donc l'entreprise disparaît. Voilà pour les 3 procédures collectives. Je pense qu'on a fait le tour. Ce tableau peut-être, puisqu'il est même de l'ordre. Oui, mais il est vieux.
Il est plus Il y a en ligne. tout à fait Oui, il y avait. d'actualité. Il y a une documentation via l'ordre des experts comptables qui reprend ce que vient d'évoquer Fabrice, alors qui mérite d'être actualisé parce que ce que tu rappelais, Stéphane, n'a pas été mis à jour au regard de la gestion des cautions dans le cadre de la sauvegarde. Mais en dehors de cet élément qu'il conviendrait de corriger, l'essentiel apparaît. Et effectivement, Fabrice, on peut dire que la sauvegarde comme le redressement judiciaire font l'objet d'une mention au cabis de la société. L'un comme l'autre sont publics et sont connus des tiers, pour peu que ces tiers s'intéressent au cabis de l'entreprise. C'est les phases pré, c'est le mandat ad hoc et la conciliation dont on ne parlera pas ce soir, qui eux sont confidentiels et n'apparaissent pas au niveau du cabis, ne font pas l'objet de publicité. Voilà, peut-être c'est indiqué dans le tableau, mais le souligner, que vous a présenté Fabrice, la sauvegarde, c'est à l'initiative seule du débiteur, c'est-à-dire de l'entreprise, alors que le redressement judiciaire sera potentiellement à l'initiative du débiteur, à savoir de l'entreprise, mais peut être aussi à l'initiative d'autres parties prenantes, et on l'a évoqué tout à l'heure, des fournisseurs, des salariés, des créanciers d'une manière générale, et très fréquemment l'URSSAF et les impôts. Et le ministère public. Et le ministère public. Solliciter donc l'ouverture. Mais pas le président du tribunal de commerce. Non, il n'a pas ce rôle. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez... Il y a des questions ou pas? A priori. Ok, on continue. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur la DCP. Je pense que tu peux peut-être commencer. Alors, la DCP, la déclaration de cessation de paiement, et vous l'avez compris, une étape cruciale lors de ce que va vivre le débiteur à l'occasion de l'audience de jugement d'ouverture. La déclaration de cessation de paiement, comme son nom l'indique, est un document que vous allez devoir renseigner en tant que débiteur, vous accompagnant votre client débiteur, qui va caractériser la situation de votre entreprise. Donc, je ne sais pas si on ouvre le fichier ou pas, mais il est accessible. Vous pourrez le télécharger. Il est accessible. Alors, ce document, vous pourrez le parcourir en ouvrant le fichier en lien avec le support de la conférence. Pour le tribunal, il est clé, il est majeur. Et force est de constater, et je parle sous le couvert de mes collègues, on est très très loin d'un standard acceptable au regard de ce qui nous est présenté. Alors, nous n'allons pas pouvoir dire celles-ci ont été produites par un expert comptable ou pas. On n'est pas en capacité de le savoir et on peut supposer que si un expert comptable s'est impliqué aux côtés de son client dans la déclaration de cessation de paiement, on est bien sûr dans un standard de bien meilleure qualité que le standard moyen que l'on observe. Mais force est de constater que ce qui nous est présenté lors des audiences de jugement d'ouverture de procédure collective sur la question de la déclaration de cessation de paiement ne nous satisfait pas totalement, et presque j'ai envie de dire pas souvent. Soit c'est mal, soit c'est mal renseigné, soit c'est pas renseigné, et ça tient à des éléments aussi basiques que distinguer, alors basiques pour nous qui sommes habitués à ce type de notions, mais qui sont cruciales dans le cadre d'une déclaration de cessation de paiement, entre le échu et le à échoir. Vos clients ne savent pas tous faire la différence entre ce qui est échu et ce qui est à échoir. Or, cette notion, elle est centrale, elle est capitale, elle est primordiale pour pouvoir déterminer s'il y a oui ou non l'état de cessation de paiement. Et on voit des déclarations de cessation de paiement qui nous sont produites avec des sommes qui ont été mentionnées, j'ai presque envie de dire par défaut, dans une colonne, ou l'autre, selon, j'ai envie de dire, on a le sentiment parfois un peu le doigt mouillé. Donc, on en arrive jusqu'à ce type de difficulté. Par ailleurs, ce que l'on peut dire, c'est qu'on aimerait, nous, en qualité de juge, voir les experts comptables. Alors,
Tu l'as dit Stéphane, la relation avec l'expert comptable et son client, elle est parfois difficile, voire tendue, selon le contexte, selon des sujets que l'on comprend aisément au regard du règlement de l'antériorité des honoraires ou de l'antériorité de la relation. Mais pour autant, quand il y a un expert comptable sur le dossier et qu'on voit arriver des déclarations de cessation qui sont mentionnées, expert comptable, qui sont mentionnés sur la déclaration de cessation de paiement, avec des comptes annuels qui sont annexés, signés par l'expert comptable à la déclaration de cessation de paiement, on aimerait qu'il y ait un accompagnement, une implication, avec les réserves que l'on a formulées avec Stéphane, mais plus poussée de l'expert comptable sur l'établissement de cette déclaration de cessation de paiement. Parce qu'à l'évidence, ils ne sont pas vraisemblablement toujours sollicités. Ils ne sont pas toujours sollicités pour ce document qui va conduire à une prise de décision qui peut s'avérer capitale pour l'entreprise. Oui, pour compléter ce que Didier dit, en fait, en réalité, il existe un document CERFA qui est téléchargeable sur le site du greffe général national. On vous déconseille vraiment d'utiliser celui-ci. Donc, on a communiqué au sein de l'ordre en fait une déclaration de cessation de paiement, c'est en fait une matrice qu'on utilise nous plutôt au sein du tribunal de Montpellier. Il serait vraiment judicieux, si vous êtes amené à utiliser ce document, de télécharger ce document-là et pas un autre. De ne pas utiliser tout autre document qui pourrait vous être communiqué ou être téléchargé sur différents sites. Parce qu'on a l'habitude de travailler sur ce document et je vais vous donner même une information qu'on a mis en place. En fait, on a mis en place un process au sein du tribunal où globalement un débiteur viendrait se présenter devant le greffe pour déposer sa DCP. Si la DCP n'est pas conforme, en fait, on lui redemande de la remplir avec notre matrice à nous. Alors, ça peut paraître contraignant, mais je peux vous assurer qu'en termes d'efficacité et de lecture du dossier, c'est beaucoup plus favorable pour nous en tant que juge, mais aussi pour le dirigeant qui va se présenter devant nous. Donc, il est vraiment, vraiment fortement conseillé d'utiliser ce document plutôt que tout autre document, toute autre matrice. C'est pour le tribunal de Montpellier. Oui, on parle bien de Montpellier pour le cas. On ne parle pas des autres tribunaux de commerce du ressort. Après, concernant, vous verrez, votre rôle est tout aussi important à ce moment-là, parce qu'on va demander en fait deux documents qui sont essentiels, qui vont être une situation de trésorerie et ce que j'appelle un BP, mais c'est un prévisionnel d'activité sur la base de 6 mois. Pourquoi ? Parce que la trésor, c'est un élément déterminant. Si vous sollicitez une sauvegarde, mais que votre trésor est particulièrement dégradé, même si vous n'êtes pas en cessation de paiement, il n'est pas exclu que 2 mois après, vous veniez devant le tribunal pour solliciter un redressement judiciaire parce que vous n'êtes plus en mesure de pouvoir assumer vos charges courantes. D'accord ? Donc ça, c'est une lecture qu'on peut avoir nous, et on peut peut-être en effet, au moment de l'audience, indiquer alors, en même temps, il n'est pas en situation de paiement, donc on pourrait, on n'a pas à ouvrir un redressement judiciaire. Mais il n'est pas exclu en même temps qu'on se rende compte, malgré tout, que la situation est très très tendue et qu'à ce titre, il y a de fortes probabilités que la société bascule en RJ dans les prochaines semaines. Pourquoi on a besoin d'une situation de trésorerie ? Pour les mêmes raisons par rapport à NRJ. Parce qu'on nous sollicite pour une ouverture de redressement judiciaire, mais si on voit que l'entreprise est dans une telle situation qu'elle ne va pas tenir 2 mois parce que toutes les charges courantes, et on est capable d'identifier les charges courantes, les salaires, les loyers, l'activité, enfin les coûts de l'activité de manière globale, etc., et qu'il va y avoir une impasse à un moment donné, normalement, cette situation de trésorerie devrait nous permettre de la visualiser. Et donc, on peut se rendre compte que dans la période d'observation, il va y avoir une difficulté. Et c'est à ce titre qu'on pourrait aussi dire aux dirigeants, écoutez, OK pour le redressement judiciaire, mais il y a de fortes probabilités que durant la période d'observation, on bascule en liquidation, en liquidation judiciaire, si vous ne faites rien, s'il ne se passe rien. Parce qu'on a l'impression que c'est long, 18 mois ou 12 mois. Mais ça passe très, 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 très vite. Très, très, très vite. Voilà. Et le prévisionnel d'activité, il est indiscutable, il est indispensable pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une visibilité sur l'activité que va gérer l'entreprise pendant cette période d'observation. Donc voilà les deux éléments qui nous sont essentiels. Oui, comme l'a dit Fabrice, une déclaration de cessation de paiement sur la base du document qui est produit par le tribunal. Voilà, ça c'est 4 feuillets, 4-5 feuillets voilà, de présentation synthétique de l'entreprise et de la situation de son actif et passif exigible et de son potentiel de réalisation d'actifs à venir.
Ce document, il nous dit ça, quoi. C'est une présentation synthétique de l'entreprise, des informations qui se recoupent par ailleurs avec celles que l'on peut trouver dans le CABIS. Et ensuite, l'identification des principaux éléments de dette par nature, et puis classés entre échus et échoirs. Et enfin, des éléments d'actifs réalisables, qui soient de bas de bilan ou de haut de bilan. C'est de manière assez synthétique ce que l'on attend dans le document de cessation de paiement, la demande de cessation, la déclaration de cessation de paiement. Comme l'a dit Fabrice, ces éléments ils sont complétés d'annexes. Parmi les annexes comptes annuels de l'entreprise, les derniers comptes annuels qui ont été produits, mais surtout, comme l'a dit Fabrice, des éléments de prospective, des éléments prévisionnels. Situation de trésorerie prévisionnelle, une société qui déposerait une demande de sauvegarde avec annexé un prévisionnel de trésorerie qui caractérise dans le mois qui suit une impasse de trésorerie, va nous amener à poser des questions pour comprendre quelle solution envisage l'entreprise dans ce mois où la situation va se dégrader au regard et générer la cessation de paiement, qui ne permettra pas le maintien de la procédure de sauvegarde. Donc, situation de trésorerie et prévisionnel d'activité, un compte de résultat prévisionnel, dans un format même plus allégé, qui permettent d'appréhender quelle est la perspective de la société au niveau de son activité. En clair, est-ce qu'elle est génératrice de CAF ou pas? Est-ce qu'elle va pouvoir, dans les semaines, mois à venir, pouvoir soutenir sa demande soit de sauvegarde, soit de redressement judiciaire, hein, puisque, comme l'a dit Fabrice, vous ne devez pas générer de nouveaux passifs pendant la période post-jugement d'ouverture sur un redressement judiciaire ou procédure de sauvegarde. Voilà, donc on ne peut que vous inviter à être très vigilant sur, sur la manière dont sont remplies ces déclarations de cessation de paiement et sachez que ce sont des documents qu'on regarde très attentivement, que l'on analyse bien en amont de l'audience pour se forger une opinion. Donc cette opinion, si on souhaite qu'elle soit favorable aux demandeurs, autant nous donner les éléments suffisants pour pouvoir la forger, quoi, cette opinion. Hein. À défaut, on est amené à soit écarter la demande, soit se faire avoir un a priori qui peut ne pas être favorable à l'entreprise. En effet. Je crois qu'il y avait une question. Non? Non. Est-ce que la salle a des questions? Il nous arrive des fois d'avoir un dossier où on parlait qu'il y avait peu de passifs, des fois il n'y en a pas. En fait. Mais par contre, l'entreprise elle est fermée depuis 2 ans. En gros, ils viennent pour régulariser administrativement. Aux frais de. Oui, c'est pas contribuable. Ça m'amène à rebondir parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas en état de cessation de paiement, le tribunal ne peut pas prononcer clairement un redressement judiciaire. Hein, ou une liquidation, très clairement. Et effectivement, comme le dit Stéphane, on se demande si des fois, on n'a pas en face de nous des demandeurs qui sont là pour éviter les frais d'une liquidation amiable. Clairement. Et parfois, on entend l'expert comptable, c'est mon expert comptable qui m'a dit de venir et ça sera fermé dans la journée. Alors, vrai, pas vrai, mais en tous les cas, c'est pas un bon conseil. Voilà. Juste pour information, je ne pense pas que ce soit un secret, Nadine, mais aujourd'hui, l'ouverture d'une procédure collective, quelle qu'elle soit, avec juste un mandataire judiciaire, même si on est dans un schéma liquidatif, c'est 2 500 € pour le contribuable. C'est pas neutre. À l'échelle du territoire et à l'échelle nationale, c'est colossal. Donc si on peut éviter ce genre de choses et solliciter le dirigeant pour qu'il aille gentiment au greffe et clôturer lui-même les comptes de sa société, c'est plutôt... Alors, pour être très honnête avec vous, c'est très compliqué d'arriver à faire comprendre ça aux dirigeants, mais on essaye, quand c'est possible, de lui expliquer que ça serait quand même plus raisonnable et citoyen. Mais bon, rien n'est moins sûr pour le coup. On n'a pas d'autres questions? Nous
de conclusion du président, peut-être. Oui, on va peut-être laisser la place au président. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et merci beaucoup à tous les intervenants pour cette présentation de qualité et puis très pratique, pratico-pratique. Et je pense que c'est ce que nous recherchons lorsque nous nous retrouvons dans ces situations d'accompagnement d'entreprises en difficulté. Je retiendrai quelques idées qui me semblent importantes et qui ont été développées. Stéphane a parlé du devoir de conseil de l'expert comptable. Moi, je pense qu'assister à une réunion, un entretien périodique avec son client matérialise d'autant mieux le devoir de conseil de l'expert comptable. Déjà, c'est un point qui est indéniable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez rencontré un juge, que le client a entendu le conseil de l'expert comptable, les informations du juge, et si le client, après tout ça, ne réagit pas, bon, au moins on est au clair avec notre responsabilité d'expert comptable. Ça, c'est déjà un premier point. Et je pense qu'en termes d'image vis-à-vis de nos clients, il est important de faire savoir qu'on offre à nos clients cette possibilité. Alors, malheureusement, pour l'instant, ce n'est qu'avec le tribunal de commerce de Montpellier, mais peut-être que ça va faire des émules et qu'on va avoir ça avec d'autres tribunaux. Mais en tout cas, pour les experts comptables qui ont des dossiers à Montpellier, c'est une chance de pouvoir dire à son client, moi, je peux te faire avoir, ou je peux vous faire avoir un entretien privilégié avec un juge délocalisé à l'ordre. Je pense que ça met en valeur aussi quand même l'image de l'expert comptable au soutien des entreprises. Donc ça, c'est un élément important. Donc je suis très attaché à ce dispositif et on va le suivre et diffuser l'information auprès de tous les consoeurs et les confrères. Ensuite, je reviendrai un dernier point sur la qualité de la documentation fournie. Je pense que vous avez bien insisté sur la qualité effectivement de ce document. Mais je pense qu'au-delà du document d'ouverture de la procédure qui va permettre cette orientation qui est stratégique, il y a aussi une qualité qu'on attend de nous dans la production des éléments qui sont donnés au tribunal au cours de vie de la procédure, où là, il y a quand même, il faut le reconnaître, un besoin assez important en matière d'information, qui peut être vécu comme quelque chose d'assez chronophage par les consoeurs et les confrères, mais qui est crucial à la sortie de crise, notamment pour que les documents que nous produisons, les situations que nous allons produire pendant la période d'observation, par exemple, lors d'une procédure collective, eh bien, puissent se traduire immédiatement pour les juges, qui voient quand même un certain nombre de dossiers dans une audience, eh bien, quelle est la nature déjà du passif qui a été gelé à l'ouverture, quel est le fait que l'entreprise se retrouve en résultat positif ou négatif, faire avoir, en tout cas bien faire mettre en avant le résultat qui a été qui est mesuré pendant la période d'observation. Il ne faut pas que ce résultat soit mélangé avec le résultat de l'entreprise de l'exercice. Il faut bien mettre à part la période d'observation pour que le tribunal puisse se faire une idée immédiatement de la capacité de revenir in boni de l'entreprise et bien sûr aussi d'avoir des bilans qui permettent, dans un coup d'œil, je dirais, des États, de prouver que l'entreprise n'a pas généré de dette nouvelle pendant la période d'observation. Ça, c'est fondamental. Donc, on n'est pas forcément obligé de sortir des comptes des états financiers issus de nos logiciels de production. Il est quelquefois utile de les aménager et de mettre en avant justement une période d'observation, la non-création de dette nouvelle au travers de documents plus de gestion, je dirais, que comptable, pour remplir justement les besoins de la procédure. Voilà, donc écoutez, je pense que ça a été un entretien très riche. Je me remercie en tout cas à tous nos intervenants, Nadine en premier lieu, bien sûr, en tant que président du tribunal de commerce, d'être venu ce soir donc, pour nous parler d'entreprises en difficulté. Sachez que la profession a à cœur d'accompagner les entreprises. Alors, peut-être une dernière question. Je vais poser, parce qu'on nous la pose souvent, donc je vais vous la poser aussi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne suis pas payé, j'arrive à l'ouverture d'une procédure et je n'ai pas été payé. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de recouvrer mes honoraires? Alors, antérieurement à l'ouverture de la procédure, ça semble difficile. Dans le fait qu'on ne crée pas de dette nouvelle, on peut espérer quand même être payé de nos honoraires pendant la période d'observation. Mais qu'en est-il s'il y a une défaillance, voilà, d'une façon générale, de l'expert comptable, une défaillance du paiement des honoraires de l'expert comptable? Alors, je ne sais pas qui peut prendre la question. Oui. Merci. Alors, à la question, avant, malheureusement, on vous invitera à déclarer votre créance.
mais parce que la loi est faite pour tout le monde. Hein, là-dessus, on pourra difficilement faire autrement. Pendant, indiscutablement, oui, dans la mesure où l'entreprise est en mesure de pouvoir assumer ses charges. Et alors, pour revenir à la première question, l'intérêt, c'est si elle sort de ce schéma de redressement judiciaire ou de sauvegarde et qu'elle s'engage dans un processus de plan de sauvegarde, la fameuse dette dont on parle, la créance antérieure, elle fera partie du plan. Et donc, vu sous cet angle, vous aurez recouvré votre dette, alors sur une période indiscutablement qui ne sera peut-être pas celle que vous auriez espérée, mais c'est vrai pour tous les créanciers, mais au moins elle aura le mérite d'avoir été réglée. Mais très sincèrement, l'expert comptable, comme l'avocat, comme toutes les parties prenantes qui sont en lien direct ou indirect avec l'entreprise, sont traitées exactement de la même manière. Je suis désolé, Monsieur le Président, de vous répondre comme ça, mais je pense que vous connaissiez déjà la réponse. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas faire autrement que d'appliquer la loi qui nous est imposée. C'est une question qui revient souvent, et qui nous est posée, et même carrément à l'ordre, voilà, par des consoeurs ou des confrères qui sont en difficulté par rapport au règlement de leurs honoraires. Donc ça peut être aussi un frein, effectivement, à l'accompagnement. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Ah oui, une question. Juste une petite question. Une autre question, parce que c'est un peu une question sous-jacente à cette même question. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre, mais est-ce que ça peut être dans les tuyaux aussi, parce qu'on dit que c'est des obligations légales, mais justement nos honoraires, pas pour la période avant, mais enfin si, ça concerne les honoraires même de la période avant l'ouverture de la procédure. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une réflexion à avoir pour changer l'ordre des priorités? Non, c'est pas de votre compétence, mais est-ce que potentiellement il y a des informations sur ça? Parce que au final, c'est aussi grâce à alors quand est nommé le mandataire ou le juge, etc. Et ces honoraires-là sont payés, alors que l'expert comptable, qui est censé justement anticiper et qui pourrait permettre d'anticiper sûrement plus rapidement et plus facilement, est-ce que c'est des questions qui vous sont déjà posées, qui sont dans l'ordre du temps ou pas du tout? Ça ne nous est pas posé, on en a parlé plusieurs fois avec des experts comptables, mais je n'avais pas entendu parler au niveau national. On fait partie de commissions et on n'a jamais abordé ce sujet. Pour le moment, comme l'a dit Fabrice, un expert comptable est traité comme les autres créanciers pour ses dettes avant le redressement judiciaire ou la liquidation. Alors, il faut préciser que le juge, il n'est jamais payé. Oui, vous avez englobé le juge avec l'administrateur ou le mandataire judiciaire. Le juge, il est bénévole. Il ne perçoit rien, ce qui s'appelle rien. Il paie son parking quand il est en audience. Pour le coup, il n'est pas créancier. Voilà, il a rien à revendiquer. Après, moi, pour être pratico-pratique par rapport à la question que vous posez, si vous êtes dans une procédure dans laquelle il y a un administrateur judiciaire, envisagez de faire contractualiser votre accompagnement dans cette période. Pourquoi vous ne prévoiriez pas, je dirais, une lettre de mission adaptée aux sollicitations de l'administrateur judiciaire? Dans la mesure où vous avez un administrateur judiciaire qui vous confie des travaux, je pense qu'il y aurait mauvaise grâce à ne pas honorer les honoraires relatifs à cette lettre de mission. Il faut absolument faire une lettre de mission. Je pense que d'abord, il en va de notre responsabilité. Si on veut être couvert dans notre responsabilité, il faut qu'on soit couvert par une lettre de mission. Donc, il est important de faire une lettre de mission et je vous engage effectivement à faire des lettres de mission spécifiques à l'accompagnement de l'entreprise en difficulté, parce que ce sont des lettres de mission qui sont quand même un petit peu à part. Mais il faut faire une lettre de mission, absolument. Mais justement, nous qui sommes, alors en tant que juge commissaire pour le coup, c'est-à-dire on est au lendemain de l'audience, on a été désigné en tant que juge commissaire pour pouvoir accompagner cette procédure collective, et nous on est souvent surpris d'entendre dire par le mandataire judiciaire essentiellement, alors ça nous arrive aussi de la part de l'administrateur, mais comme quoi il y a silence radio de la part des experts comptables sur la nécessité de communiquer des informations dans le cadre de la procédure collective. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'expert comptable, qui était en charge de la comptabilité de l'entreprise, etc., reste
sur le fait qu'il n'a pas été rémunéré avant la période d'observation, et alors que pendant l'APO, il n'y a aucun risque de ne pas être rémunéré. Alors, en faisant une convention, il n'y a pas de difficulté, etc., etc. Mais donc, on a souvent également cette difficulté à obtenir de la part des experts comptables qui suivent l'entreprise, même pendant l'APO, d'obtenir des informations sur l'APO. Alors, je tiens aussi à préciser que, vous l'aurez bien compris, que pour pouvoir peut-être sortir des éléments sur l'APO, il faut aussi avoir eu, au demeurant, des éléments en amont. Ça veut dire ce qui s'est passé avant l'ouverture de la procédure collective. Et c'est là qu'il y a peut-être une difficulté, puisqu'en fait, on se retrouve avec une nécessité d'avoir des éléments sur l'APO, mais qui découlent peut-être eux-mêmes d'éléments qui étaient antérieurs à l'APO. Donc là-dessus, il y a peut-être un élément, une réflexion à mener au niveau de l'ordre ou de je ne sais quelle instance qui permettrait de trouver une alternative, parce que, pour être très honnête avec vous, on a souvent des mandataires qui nous disent on a énormément de difficultés à obtenir les informations. Alors, la difficulté elle peut aussi venir de l'entreprise, parce qu'on a souvent des entreprises en difficulté qui ont un suivi administratif qui est très défaillant, et où on peut nous être empêchés dans notre mission, parce qu'on n'a pas, enfin, on est le reflet des éléments que nous donne le client. Donc ça peut aussi venir de l'entreprise, hein, c'est pas forcément l'expert comptable. Enfin bon, le meilleur moyen de ne pas être dans cette situation, c'est d'être en prévention, puisqu'en prévention, il y a de la trésorerie, et quand il y a de la trésorerie, on est payé. Voilà, ça sera le mot de conclusion. Merci à tous, à bientôt.